Vous êtes branchés sur la fréquence ensoleillée, radio 4 saisons. There comes a time when someone wants to listen to something new. There comes a time when everyone deserves the best for themselves. There comes a time when a passion becomes a mission. Welcome to the colorful station. Welcome, Guillaume Coffey. Écoutez, Guillaume Coffey vous présente, tous les jeudis soirs, dès 17h, sur les ondes de la radio 4 saisons, les rendez-vous GK. C'est un espace d'expression, un moment de partage et d'enrichissement. Ce sont des échanges pertinents sur différentes thématiques, pour la recherche de solutions aux problématiques sociétales. Alors, Guillaume Coffey vous donne rendez-vous, jeudi à 5h de l'après-midi, sur les antennes, de la radio 4 saisons. Écoutez, Guillaume Coffey vous présente, tous les jeudis soirs, dès 17h, sur les ondes de la radio 4 saisons, les rendez-vous GK. C'est un espace d'expression, un moment de partage et d'enrichissement. Ce sont des échanges pertinents sur différentes thématiques, pour la recherche de solutions aux problématiques sociétales. Alors, Guillaume Coffey vous donne rendez-vous, jeudi à 5h de l'après-midi, sur les antennes, de la radio 4 saisons. Le samedi 6 juillet 2024, les chefs d'État du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont scellé une alliance historique en instaurant la Confédération des États du Sahel. Une initiative qui s'inscrit dans une perspective d'intégration accrue, de sécurité, de paix et de prospérité partagée. À événement spécial, personne spéciale, en l'occurrence le docteur Amadouba, historien, chercheur, politologue et écrivain, une voix avertie qui vient nous partager son avis sur le thème de la discussion de ce jour, à savoir la Confédération des États du Sahel, enjeux, objectifs et atouts. Et oui, vous êtes bel et bien à l'écoute de l'émission d'édification, les rendez-vous GK. Je suis Guillaume Coffey. Bonjour, bonsoir. Jamila, Allah ya bari hutawa ke. Ka samu da duniya daɗi yake, ka samu da kodiya murna yake. Ka samu da duniya daɗi yake, ka samu da kodiya murna yake. Ya Allah Ubangiji ya bayar diyata, gani yau kina ta da lura. Yo Jamila yo ta bar ni, kun Jamila no don moru kare sai ganga. Jamila Allah jinedi Aba Jamila Allah ya barki hutawa ke. Wai lalle rishin na da ko ba ciwo, lalle rishin na da ko ba ciwo gare. Ya Allah Ubangiji ya bayar diyata, kun ga gani yau ina ta darura. Kun Jamila no diri kaina, wayo Jamila no don moro Umar Maiga. Raimune Arubanda, Mune Karaje, Raimune She.
Aba Jamila Allah ya barki hutawa ke ni bai ba ka sinai da zan ba sigane se da alburno na te amana boriyandi ina ba ka sinai da zan ba sigane se bai burno na te amana boriyandi burgan du noru kulma koi te wande amma dingi higi hanno kun sami ye yare ku borbe kendi amma dai yare ku bordu kurandi ne wai boro hanno kurni ya te saye ilala kurnya mo mo koi na suru baka haifo site na haifo manite kuna haifo ni gatima haifo sintin kuna haifo ni gatima haifo amanai haifo kan borsito masa koi amanai boro wanda ce ciko sini cimici bakan ne ga koi fara ga ne tangari no dibonni ni ye gida mane farkai se dinni ni barga da mane kolnai no dinni ni sonwa mane dalayin za bai burkan si yayi masayi gai ha halgini bai bora si yayi sayi dinna higi moni man boriyandi dinna higi moni ma kitabi samburki rai gaba aman hay borse ni bai mo borsi higi kana ni mai se ayya da si yayi kulai sini higi wani sama dai borga ba imin isu donto ya dinno borga ba imin isi higi wani wala bino borgi zo mu borgo higi to hal dai no runo go borno fundi sa do sai ni kunce man to buya to hal dai no runo go borno fundi wai jana aula kwari ya dau moru to ba ni sinda wanda te dai kuka fara wanda yayi ga jingin zure to ba ni sinda fare mate dai barma kun fara alfarai ga jingin gollo aran bai doni ko gaba ta taize gadin no doni ko gaba kurize sama dai doni ko ga doni borai se diri doni mi ga hangan dai no kurize mo amaka diyawi nan kulka koi na biyan tunandi kuna ai mana ma kadin ya emade namu kuna ai mana ma kadin ya fatal namu kuna ai mana ma kadin ya banda mabube to zakkari ai sigadi man gane ni koi kuna ai mana ma kadin ya ali kato kuna ai mana ma kadin ya tonar namu hai kulki tan sai bu koi na suru hakan suru tano ga hausa na wai kuna burkan sin da suru mo manera ama koi gaza da burko fara ai da ko ai da ko ai da ko sadako dan da ko ai da ko ai da ko sadako dan da ko ai da ko ai da ko da ko dan da ko da ko ai da ko da ko dan da ko ai da ko ai da ko sadako dan da ko ai da ko ai da ko sadako bayo mamar bayo kai bu bayo mamar kai mamar kai mamar kai mamar kai mamar 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 Oh oui, kai mamar mamar ça vient du Niger. mamar mamar Belle musique, bayo moderne d'inspiration traditionnelle. bayo Sur Radio 4 saisons. Merci beaucoup à Niger hors show, mais dans tous les cas, hein, c'est CH. Je ne sais pas comment ça se lit, voilà, parce que parfois il y a une question de phonétique. Voilà, peut-être que je manque un peu la prononciation locale, ou bien je vais dire ethnique, voilà. Donc moi je lis en français hors show 5 Jamila, voilà, mais j'ai cherché la vidéo sur YouTube et puis je pense que le 5 là c'est en référence au nombre de personnes qui forment le groupe. Voilà, ils sont 5 personnes au total. Ok, aujourd'hui émission spéciale dédiée, je dis bien dédiée à la Confédération des États du Sahel. Oui. Le samedi dernier, il y a eu un grand événement, on va dire, dans la sphère politique africaine et mondiale donc. Et je vous l'ai déjà dit,
le professeur Amadou Ba, historien, chercheur, politologue et écrivain, est notre invité du jour. Personne avertie pour un sujet aussi résonnant et très important. Le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso a donné un grand discours, oui, à ce premier sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel. Oui, le discours que toutes les oreilles ont retenu et dont toutes les langues parlent, c'est celui du jeune capitaine, le chef d'État Ibrahim Traoré. Et donc, Radio 4 Saisons, les rendez-vous GK a décidé de jouer ce grand discours. Il rentre dans les annales. Allez, installez-vous confortablement, prenez un stylo, un crayon, un cahier et notez tout ce qu'il va dire de grand, de beau, de vrai. Parce qu'à la suite, notre invité sera là pour décortiquer quelques concepts, quelques mots, mais surtout pour parler de la Confédération. Allez, en quelques 11 minutes 38 secondes, le président, le chef d'État Ibrahim Traoré, va nous entretenir. Camarades membres des différents gouvernements de l'AES, chers participants donc au premier sommet des chefs d'État de l'AES, bonjour. C'était un immense plaisir et un honneur de nous retrouver ici aujourd'hui, une date bénie, une date mémorable, le 6 juillet 2024, ici à Niamey. Avant tout propos, rendons grâce à Dieu qui a permis donc que ce jour soit. Nous lui disons merci pour tout ce qu'il a pu faire pour nous jusqu'aujourd'hui et tout ce qu'il fera pour les peuples de l'AES. Permettez-moi également de rendre hommage au peuple nigérien. Ce peuple qui a tant souffert depuis l'avènement du CNSP et qui continue de rester debout. Merci aux Nigériens qui nous ont réservé un accueil chaleureux hier lorsque nous avons foulé le sol de notre patrie ici. Vous êtes plus que des amis, vous êtes plus que des voisins, vous êtes nos frères, vous êtes nos sœurs. Parce que la fraternité va au-delà de l'amitié ou du voisinage. Nous avons le même sang qui coule dans nos veines. Dans nos veines coule le sang de ces vaillants guerriers qui ont combattu et qui ont réservé ces terres que nous appelons Mali, Burkina et Niger. Dans nos veines coule le sang de ces vaillants guerriers qui ont aidé le monde entier à se débarrasser du nazisme et de beaucoup d'autres fléaux. Dans nos veines coule le sang de ces vaillants guerriers qui ont été déportés d'Afrique vers l'Europe, l'Amérique, l'Asie ou je ne sais encore, et qui ont contribué à construire ces États pendant l'esclavage. Dans nos veines coule le sang d'hommes dignes, d'hommes robustes, d'hommes debout. Et pour cela, soyons-en fiers et soyez remerciés d'être ressortissants de l'AES. L'Afrique, ce continent qui a tant souffert et qui continue de souffrir du fait des impérialistes. Ces impérialistes n'ont qu'un seul cliché en tête. L'Afrique est l'empire des esclaves. C'est comme ça qu'ils voient l'Afrique. Pour eux, les Africains les appartiennent. Nos terres les appartiennent. Nos sous-sols les appartiennent. Ils n'ont jamais pu changer de logiciel jusqu'aujourd'hui. C'est déplorable. Mais comment procèdent-ils? C'est malheureusement depuis donc ces années 60 où ces simulacres d'indépendance ont été donnés à l'Afrique. Ils n'ont juste fait que placer des valets locaux à la tête, selon eux, de leur sous-préfecture pour pouvoir continuer à les alimenter.
Ces valeurs locaux que nous allons qualifier aujourd'hui d'esclaves de salon n'ont d'autre repère que de chercher à vivre comme le maître, à satisfaire le maître et à faire tout ce que le maître lui dicte. Ils volent, ils pillent nos États, amènent tout chez le maître et leur richesse est conservée chez le maître. Ils font tout pour vivre comme le maître et toujours le satisfaire. Lorsque le maître commande, ils exécutent. Savez-vous qui sont ces esclaves de salon? Eh bien, nous allons vous expliquer ce que c'est. Ce sont des individus qui n'ont aucune dignité, qui n'ont aucune morale, qui n'ont aucune personnalité. Mais le maître esclave a toujours su identifier ces individus. Ils sont toujours prêts à trahir leurs frères pour satisfaire le maître. Ils nous ont trahis depuis l'indépendance et d'autres continuent jusqu'à aujourd'hui à nous trahir au profit de leur maître. Ces individus continuent toujours, contre vents et marées, à piller l'Afrique, à aider le maître à piller l'Afrique. Ils se plaisent à le dire chaque année dans leurs sondages économiques. Le Burkina est le pays le plus pauvre, le Mali est le pays le plus pauvre, le Niger est le pays le plus pauvre. Nous sommes classés parmi les derniers. Très bien, si nous sommes aussi pauvres qu'ils le disent, mais quand est venu le moment de prendre nos responsabilités, nous avons demandé à ces maîtres de quitter les lieux. Pourquoi ne veulent-ils pas partir? Lorsque nous prenons le cas du Niger, depuis plus de 40 ans, certains pays exploitent l'uranium pour produire de l'énergie chez eux. D'Ottawa jusqu'à Paris, les rues sont illuminées, c'est la lumière. Mais au Niger, c'est l'obscurité qui nous est servie. Lorsque vous partez dans nos États, nos sols sont troués de toutes parts pour rechercher les métaux précieux tels que l'or. Mais souvent, il n'y a même pas la moindre route accessible pour atteindre les zones où ils exploitent l'or, encore moins certains services sociaux de base. Voilà pourquoi nous avons décidé de nous révolter et de prendre le destin de nos pays en main. Il y a bien d'autres exemples. Mais lorsque nous avons décidé ainsi, eh bien, nous avons été approchés par certains esclaves de salon pour nous passer le message de leur maître. Parce qu'ils avaient créé cette sorte de chaîne polymère qui se relève à la tête de nos États pour les servir. Et nous sommes venus briser la chaîne. Et c'est inconcevable pour eux. Ils nous ont donc approchés et ils nous ont demandé de rentrer dans les rangs pour faire partir de l'élite qui doit diriger l'Afrique. Parce qu'ils ont une élite formée et formatée qui doivent suivre, qui sont incrustés dans cette chaîne-là. Nous avons refusé de rentrer dans leur rang. Et dès lors, les hostilités ont commencé. Et ils ont fait fourvoyer dans nos zones plusieurs mercenaires, des formateurs. Les agents sont descendus dans le Sahel pour espérer mener des attaques barbares, lâches contre nos populations, espérer les révolter. En plus de ces attaques sur le terrain, les attaques communicationnelles, la manipulation, la désinformation battent son plein dans leur rang. Mais les peuples du Sahel ont compris et plus jamais on ne pourra les manipuler. Ils savent d'où ils viennent, ils savent ce qu'ils font et ils savent où ils partent. Nous n'allons plus permettre cela. Les gens sont éveillés et les gens se battent aujourd'hui, pas pour nous-mêmes, mais pour les générations à venir. Et merci à tous pour le combat qui est livré. Cela ne nous fait jamais pleurer. Nous n'allons pas trembler. Nous allons affronter. Nous allons nous battre pour l'indépendance réelle, pour notre liberté. Parce que pour faire peur au peuple de l'AES, ces individus n'ont que 3 termes dans la bouche: démocratie, liberté,
droits de l'homme. Bien sûr, leurs valets locaux ne sont élus que dans un processus démocratique, libre et transparent selon eux leurs valeurs. Quoi de plus normal qu'on veuille nous imposer cela, parce que c'est eux qui édictent les règles. Très bien, nous avons décidé de nous assumer. Voilà pourquoi un 26 juillet 2023, lorsque le Niger a décidé de tourner la page, les esclaves de salon et leurs maîtres sont montés sur les grands chevaux. Ils ont mis leurs valets locaux en avant et ont décidé de mener une guerre contre le peuple nigérien. Nous avons donc dit, quiconque osera s'en prendre au Niger nous aura en face, parce que nous mènerons une guerre sans merci jusqu'à la dernière goutte de sang pour quiconque osera s'attaquer à nos États. Cette parole, cette décision que nous avons eue hier est d'actualité aujourd'hui et sera d'actualité demain et pour toujours. Ainsi naquit l'AES le 16 septembre 2023 dans une architecture de défense mutuelle. Mais nous avons jugé nécessaire de prolonger et d'agrandir donc l'architecture de l'AES. Ce qui nous rassemble aujourd'hui doit nous permettre d'aller sur d'autres terrains en plus de la défense, notamment les finances et l'économie, les infrastructures, la santé, l'éducation, bref, j'en passe. Je souhaite donc que ces moments soient pour nous une histoire que nous allons écrire pour l'AES, mais surtout pour l'Afrique et pour le monde entier. Que Dieu illumine tout un chacun de nous. Que Dieu nous inspire dans ces tâches qui nous sont confiées. Et surtout, que lorsque nous faisons tous nos travaux, que nous ayons en tête une seule chose, l'intérêt suprême de nos populations. Sur ce, nous prions encore une fois de plus, bon Dieu, qu'il nous accompagne tous dans nos différentes tâches, qu'il protège nos combattants qui, grâce à eux, nous permettent d'être assis ici et d'échanger autour de l'avenir de nos États. Soyez donc remerciés une fois de plus, peuple nigérien. Soyez unis et solidaires, peuple de l'AES, la patrie ou la mort. Écoutez, Guillaume Kofi vous présente, tous les jeudis soirs, dès 17h, sur les ondes de la radio 4 saisons, les rendez-vous GK. C'est un espace d'expression, un moment de partage et d'enrichissement. Ce sont des échanges pertinents sur différentes thématiques, pour la recherche de solutions aux problématiques sociétales. Alors, Guillaume Kofi vous donne rendez-vous, jeudi à 5h de l'après-midi, sur les antennes, de la radio 4 saisons. Discours historique du capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, chef d'État du Burkina Faso. Oui, vous avez pu ressentir les mots. Vous avez aussi entendu les acclamations. Plusieurs fois, il a été ovationné.
Oui, c'est ça aussi, la force de la parole. Hein. Quand ça touche, on n'a pas besoin de te demander, il faut applaudir. Non, 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 quand ça te touche, ça te touche. C'est pour cela aussi, Radio 4 saisons, cette perle audiovisuelle a décidé d'inviter quelqu'un de renom. Historien, chercheur, politologue, écrivain, dont la parole aussi a une résonance dans la communauté, mais aussi dans le milieu de la recherche, en tout ce qui aussi concerne la géopolitique, la géostratégie. Vous l'avez déjà entendu plus d'une fois ici. Le docteur Amadouba est sur nos antennes encore aujourd'hui pour parler effectivement du thème en question, la Confédération des États du Sahel, enjeu, objectif, atout. Bonsoir, bonjour docteur, bonne arrivée. Bonsoir Guillaume, salut à tous vos auditeurs et auditrices, j'espère que tu vas bien. Oui, là, je sais pas par où commencer là, mais vraiment, l'émotion est encore grande. Hein? quand j'ai réécouté ce discours du chef d'État du Burkina Faso, waouh, docteur, dis-moi, on se tutoie, hein? Toi et moi nous sommes déjà amis. Hein? Bien sûr. Voilà, dis-moi un peu, juste pour vraiment commencer la chose quoi. Ce discours de IB, comme on l'appelle affectueusement, comment est-ce que tu l'as... Comment est-ce que... Voilà, donne-moi un peu tes sentiments quand tu l'as écouté. Je pense que c'est pas la première fois que le capitaine Traoré nous délivre un discours d'une haute facture. Ça fait partie des stratégies des dirigeants des trois États de l'AOS. Que ce soit Goïta, que ce soit Traoré ou Tchani, ou même leur Premier ministre. On entend souvent Choguel Maïga, on entend Apollinaire qui est de Tambela, du Burkina Faso, et même Mohamed Lamine Zayn qui prennent souvent la parole. Donc c'est pour aussi cette bataille d'information, cette volonté de sensibiliser, de toucher le maximum leurs citoyens, mais aussi des Africains de la diaspora. Traoré se démarque sur un certain nombre de points, à savoir qu'il va beaucoup plus loin quand même que tous les autres, mais aussi en Afrique, c'est rare de voir quelqu'un qui met le doigt sur vraiment là où ça fait mal, à savoir tout le comportement des impérialistes, des néocolonialistes, leurs ruses, leurs mensonges. Il détecte tout, il détecte tout, il parle de tout. Mais aussi, il a une vision, il a une façon de dire les vérités que tout le monde comprend. Oh ouais. Et vraiment, c'est des discours. Aujourd'hui, encore, il vient d'en délivrer un. D'ailleurs, il est monté au créneau pour formellement accuser la Côte d'Ivoire et le Bénin qui avons des phases militaires de la hausse. Il dit qu'il va fournir des preuves la semaine à venir. Et ça, c'est pas la première fois, puisque le président Tchadi lui-même avait eu des problèmes avec le Bénin il n'y a pas longtemps, parce que le Bénin a testé. Donc, vous voyez, nous sommes dans une Afrique de l'Ouest qui s'inscrit aussi dans un contexte global d'un monde où il y a deux blocs qui s'affrontent. Un bloc des choses qui veulent dominer, imposer, et un autre bloc du monde plus ou moins multipolaire, mais aussi des États qui se reconnaissent dans ce monde-là. Et là, donc, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous avons l'AOS à adresser CEDEAO. La CEDEAO n'est rien d'autre. Oui, on va revenir à ça, justement. C'est pour cela que tu es ici aujourd'hui. Et puis, nous allons parler de la Confédération des États du Sahel. Enjeu, objectif, atout. Avant d'arriver au sujet, moi, je voudrais déjà dire aux auditeurs et auditrices que notre invité a un dernier livre. Je veux dire, le nouveau livre paru, c'est bien écrit. Ils ont ressuscité l'Empire Songhai, Mali, Burkina Faso et Niger, créé la Confédération du Sahel. Et moi, quand j'ai lu ça, et je vais sur ta page Facebook, je vois que c'est à la date du 4 juillet. Je dis, mais attends, 4 juillet, un livre sort, ça parle des confédérations du Sahel, et 2 jours après, le 6, il y a l'officialisation de la Confédération des États du Sahel. J'ai dit, ben attendez, là,
si on prend en compte les dates, je me demande, ben, mon ami docteur Amadouba est dans le secret des dieux ou quoi? Docteur? Oui, non, c'est comme je dis, moi je travaille sur, depuis qu'ils ont fait la déclaration du 23 septembre 2023 sur la charte du Papa Gourmand. C'est ça. Moi je sais là où ils vont aller, je sais où ils vont aller. Ah bon? Oui, je sais. Wow. L'année passée, quand j'avais écrit mon livre sur la révolution du Malikoura, dans le dernier chapitre, je parlais de l'AOS, je parlais de la Confédération, puis vers la Fédération. Donc il y a un an encore avant que le 4 juillet dont tu parles. Hein. Wow. En fait, pour moi, ce n'est pas étonnant, cette décision, pour plusieurs raisons. Moi, en tant qu'historien, je vais toujours analyser les choses d'abord de façon historique. C'est ça. Je sais que ça fait quand même pratiquement maintenant 600 ans que l'Afrique est dominée, depuis pratiquement le 15e, 16e siècle. Et cette domination, elle a été rendue possible avec la chute de nos grands empires, et en particulier le plus grand pour l'Afrique de l'Ouest, qu'on appelle l'Empire Songhai, ou l'Empire Songhai, qui était le plus étendu de tous nos empires ouest-africains, même pratiquement dans l'Afrique. J'ai expliqué que l'idée que nous avons aujourd'hui de confédération, peut-être ce sont les noms, mais des structures comme ça, on en a beaucoup en Afrique. La confédération, c'est quand, par exemple, un royaume devient empire, devient très vaste, et aussi, avec d'autres royaumes, il s'unit, il travaille sur le côté militaire, etc., économique, politique. Et l'Empire Songhai, l'espace qu'il occupait, il est parti de l'actuel Mali, mais tous les pays comme l'actuel Niger, une bonne partie du Burkina Faso, nord de la Côte d'Ivoire, jusqu'au Sénégal, Guinée-Bissau, tout ça, c'était sous l'influence de l'Empire Songhai. Mais avant ça, c'était sous l'influence de l'Empire du Mali, qui était moins grand que Songhai. Encore avant ça, c'était le Ghana. En fait, c'est pour vous dire que, contrairement à l'idée que les gens ont, ces structures, nous les avions en Afrique, précoloniale. Ces grands empires, nous les avions. Ce que nous n'avions pas, ce sont les liens, ce sont comment on appelle ça, les relations géopolitiques et géostratégiques avec des grands États, ou aussi l'armement qui nous permet de nous sécuriser. Parce que aujourd'hui, ils avaient négligé l'aspect militaire, l'armement. Même le Songhai a décliné à cause, sont les Marocains qui ont détruit l'Empire Songhai en 1591. Et les Marocains ont réussi à détruire l'Empire Songhai parce que les Espagnols et les Portugais leur ont donné des fusils très sophistiqués qu'on appelle les arquebus. À l'époque, quand tu as les arquebus, c'est comme si tu possèdes la bombe nucléaire aujourd'hui. Tu comprends? Donc, parce qu'à l'époque, aujourd'hui, nous sommes dans un monde, ce sont les États-Unis, les Russes qui sont les plus forts. Mais à l'époque, ce sont les Portugais, les Espagnols qui dominent. Donc, ils avaient les armes les plus puissantes. C'est ça. C'est très important. Donc, le royaume du Maroc avait tissé des liens géopolitiques et géostratégiques avec les puissances européennes qui l'ont aidé à détruire le Songhai, mais les dirigeants du Songhai n'avaient pas fait ça. Ils n'avaient pas d'alliance. Donc, une fois que le Songhai est tombé, là, les Espagnols et les Portugais en profitent pour accentuer l'esclavage, déporter les Africains dans les Caraïbes, dans les Amériques, commencer, comment on appelle ça, le capitalisme européen en faisant travailler des Noirs pour leur développement. C'est comme ça que nous, à partir de cette époque, depuis aujourd'hui, nous sommes devenus des sous-hommes, des sous-êtres humains pour ces puissances occidentales-là jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça que c'est parti. Donc, ça montre que ces grands empires, s'ils n'étaient pas détruits, nous ne serions pas là. Mais aujourd'hui, si nous sommes en train de les reconstruire, il faut juste corriger les imperfections, les erreurs, à savoir ne jamais négliger l'armement, ne jamais négliger la technologie, l'information, mais aussi travailler ensemble sur tous les volets. Parce que l'Afrique est un continent très riche, il y a toutes les ressources. Donc, ce qui se passe, c'est ça. L'autre chose, comme je dis, on a poussé les États d'Israël jusqu'au bout. Pourquoi ils sont arrivés à ça? Parce qu'ils ont puisé leur paradis au sein de leur propre enfer. Parce que ce que les gens oublient, la situation qu'ils vivent, c'est qu'on a voulu, on est dans un plan depuis les années 2000, ça ne commence pas maintenant, de recolonisation de l'Afrique, qui ne dit pas son nom. Ok? Les puissances occidentales veulent recoloniser l'Afrique, veulent mettre la main sur les ressources. Mais ils ne vont pas le dire. Ils vont utiliser des stratégies. Bien sûr. Après avoir détruit la Libye, le but donc c'était de pousser tout ça vers le Sahel, le golfe de Guinée, et puis
de rendre les États extrêmement faibles. Une fois que les États sont faibles, leurs armées vont être sollicitées, vont venir occuper le terrain. Maintenant, ils se servent comme ils veulent des ressources. C'est ça leur plan. Ok, maintenant, une fois que ces États-là ont été déstructurés, il n'y a plus de président quand même démocratiquement élu qui peut tenir face à eux, mais il fallait que des militaires courageux prennent. Et c'est parti avec le Mali. Le Mali, c'est l'épicentre, c'est le noyau. C'est le Mali qui a tout réussi, et ça a fait tache d'huile au Burkina Faso et au Niger, et ce n'est pas fini, ça va la tache d'huile ailleurs. Et l'Afrique, c'est comme ça qu'elle va se libérer. C'est ça. Ça, c'est inévitable. Ce 21e siècle-là, c'est un siècle de libération de l'Afrique. Merci. Oui. Parce que là, quand ça réussit, il y a d'autres qui vont faire pareil. Oui. En tout cas, déjà, j'ai envie de dire un petit tour d'horizon. Et puis voilà, comme nous avons aussi préparé l'émission, ton passage, donc nous allons aller dans quelques petits détails parce que les auditeurs et auditrices voudraient bien comprendre aussi quelques aspects. Mais avant de poursuivre, j'ai 4 livres de toi avec moi ici. Et voilà, j'ai déjà dit aux auditeurs et auditrices que le dernier livre, le nouveau livre paru, c'est « Ils ont ressuscité l'Empire Songhai, Mali, Burkina, Niger, créent la Confédération du Sahel ». Voilà, mais bien avant ça, il a écrit plusieurs livres. Mais j'ai déjà 4 ici dans ma petite bibliothèque. Le premier qui est là, à portée des mains, les Amazon des Neiges. Amazon des Neiges, ces grandes dames afro-descendantes qui ont marqué l'histoire du Canada, 1725-1982. Deuxième livre, à portée des mains, de Sundiata Keita à Assimi Goïta, 1235 à 2023. Les racines profondes de la révolution du Malikoura. Troisième livre, toujours juste à côté de moi. C'est d'ailleurs le premier que j'ai acheté. Dans l'ordre, l'histoire oubliée de la contribution des esclaves et soldats noirs à l'édification du Canada, 1604-1945. Et le dernier, ici dans ma bibliothèque, que j'ai... L'Afrique des grands empires. Voilà, l'Afrique des grands empires, 7e à 17e siècle. Voilà, vous avez tout compris. Et puis, en ce qui concerne aussi la présentation de docteur, je vais prendre comme ça un livre et lire en 4e de couverture, brièvement là, hein. Historien, politologue, chercheur, professeur d'université et écrivain, Amadou Ba est titulaire d'un doctorat en histoire, d'une maîtrise en sciences politiques et d'un baccalauréat en enseignement. Voilà. Et donc, c'est ça. C'est ce que vous devez savoir. C'est quelqu'un du milieu de la recherche. Il fait plusieurs publications scientifiques et puis autres ouvrages. Il a même écrit aussi des livres pour la jeunesse, hein. C'est ça, docteur? Oui, j'ai produit quelques livres jeunesse pour aussi donner des outils pédagogiques aux jeunes. Ouais, ça c'est important aussi parce qu'il y a parfois certains écrivains oublient un peu cet aspect-là. Lorsque on rentre aussi dans tout ce qui est didactique, pédagogique, il faut penser aux plus jeunes parce que ça commence à la base aussi, à la racine. Merci encore pour tout le travail. J'ai bien dit le samedi 6 juillet, donc il y a moins d'une semaine, à Niamey, au Niger, les chefs d'État du Burkina Faso, du Niger et du Mali ont instauré la Confédération des États du Sahel. Oui, on a bien compris un peu tout ce que tu as dit, mais on va aller pas à pas là, en des termes simples. Quand on dit une confédération de pays, ça veut dire quoi? Et que comprend en fait cette alliance historique? Voilà. Alors, une confédération, c'est un regroupement d'États souverains qui décident d'agir ensemble dans la solidarité, mais chaque État garde sa souveraineté. Hein. En fait, pour avoir un peu une image claire, nous on vit au Canada. Hein. Oui. Le Canada, c'est une confédération. Aujourd'hui, on parle de fédération, mais c'est vraiment une confédération. Regarde, nous avons 10 provinces et nous avons 3 territoires. Dans les 10 provinces, chaque province a son premier ministre, a son gouvernement, a ses ministres. Dans les territoires aussi, ils sont gouvernés d'une autre façon. Ils sont autonomes, ils sont séparés. Il y a plusieurs questions, ce n'est pas au niveau fédéral. Mais au niveau fédéral aussi, on a un premier ministre qui s'occupe des questions canadiennes. Par exemple, la question de la défense, la question de l'économie, la question de la diplomatie.
toutes ces grosses questions avec lesquelles le Canada doit dealer, doit faire face avec le reste du monde, donc pour avoir un poids énorme, pour peser, donc c'est au niveau fédéral. Ok. Vous comprenez? Le Canada, c'est une confédération. Ouais. Et ça a été créé en 1867. À l'époque, c'était quoi les raisons de la création de la confédération? C'est d'abord des raisons de sécurité. Aujourd'hui, comme les peuples d'Israël sont confrontés à l'insécurité, le Canada, c'était comme ça. Parce que les États-Unis voulaient envahir le Canada pour en faire un seul pays. Il ne faut pas que les gens oublient ça. Parce qu'une fois que les États-Unis sont devenus indépendants de la Grande-Bretagne, ils voulaient agrandir leur territoire. Ils en ont fait jusqu'au Mexique et au Pacifique. Ils voulaient aussi le faire pour le Canada. Deuxième raison, pour les 4 provinces qui avaient créé la Confédération canadienne, c'était d'avoir un marché échangé entre eux. Troisième raison, mais aussi c'est de distancer un peu avec la Grande-Bretagne qui est la puissance colonisatrice du Canada. Parce que le Canada n'a pas choisi l'option, comme les États-Unis, d'être indépendant. Le Canada a été toujours l'adolescent qui a été à côté des parents, alors que les États-Unis, ils ont coupé le cordon ombilical. Donc, vous voyez, ce sont ces mêmes raisons aujourd'hui qu'on retrouve à l'AOS qui crée sa confédération, besoin de sécurité, parce que vous nous avez envoyé des terroristes pour nous détruire, il faut qu'on se solidarise, qu'on se réunisse pour mutualiser nos forces. Besoin d'échange, nous avons un grand marché, mais nos échanges sont très faibles, on va échanger entre nous. Besoin également de couper le cordon ombilical, nous en avons marre d'être sous la tutelle d'une puissance coloniale qui choisit nos dirigeants, qui a notre monnaie, qui a des armées dans nos pays. Donc, c'est exactement la même chose. Ils font la sourde oreille, ils ne vont rien comprendre, comme si ce que le Mali et le Burkina font, ça descend du 7e siècle, mais c'est ce qu'ils ont fait en Occident. Les États-Unis, c'est une fédération, la Grande-Bretagne, c'est presque une confédération, le Canada ici. Donc, il n'y a rien sous le soleil, c'est juste de l'information qu'on essaie de brouiller les gens pour qu'on ne fasse pas ce qu'ils ont fait. Ouais. OK? Donc, leur doctrine, écoutez ce qu'on dit, mais ne faites pas ce que nous faisons. Mais nous, aujourd'hui, nous disons, nous faisons ce que vous faites, et nous n'écoutons pas ce que vous dites. Ouais, bien sûr, là. Si on veut rentrer dans l'histoire, là, je pense pas que les autres qui sont en face ont mieux à dire que nous, hein, parce que moi-même, je suivis un élément de... Voilà, comment on va dire ça son nom m'échappe bizarrement, rapidement, là, je sais pas pourquoi, là. Alain Foucault, voilà. Alain Foucault sur la barbarie, là. Il a dit, est-ce que qui est plus barbare que qui, là? Parce que cette affaire de mission civilisatrice, sous prétexte, ils sont allés donner la civilisation aux autres, mais quand on voit tout ce qui s'est passé... La puissance, le rayonnement, l'opulence du monde occidental, du monde devenant, est basé sur les souffrances, les atrocités, la domination des autres pays, et surtout de l'Afrique noire. Okay? Si ce n'était pas l'esclavage, les États-Unis qui sont là, ils ne sauraient pas ce qu'ils sont. Mais ils ne vont pas l'enseigner dans les écoles. Ce qui a fait le rayonnement, la puissance économique capitaliste du monde occidental, c'est d'abord l'esclavage des Noirs. Ils ne vont jamais l'accepter. Il y a encore d'autres choses, le néocolonialisme, la colonisation, le pillage des ressources, le refus d'industrialisation de l'Afrique, le fait de placer des dictateurs qui font leur... Il y a énormément de choses que les Africains n'en peuvent plus maintenant, ils sont fatigués. Si on revient au cas confédération, parce que c'est ce qui nous intéresse, on va essayer de voir un peu. Quand tu as parlé tantôt de certains défis communs, moi aussi j'ai recensé des mots là. Il y a le mot intégration qui revient. Il y a le mot prospérité partagée qui revient. Il y a le mot peuple. Il y a le mot dignité. En plus de ça, on peut ajouter souveraineté, sécurité, paix, tout ça. Hein. Bon, voilà. Dans le contexte de l'AES ou bien de la Confédération des États du Sahel, pourquoi penses-tu que ces mots-là sont récurrents? Alors, moi, je pense que la Confédération d'abord des États du Sahel, c'est quelque chose qui vient à son heure et je suis optimiste. Comme j'ai dit, quand je regarde l'histoire, d'abord, je sais que c'est des choses qui ont existé. C'est les mêmes peuples, les mêmes aspirations, il n'y a aucun problème et les gens sont dans la même dynamique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, énormément de similitudes et d'affinités entre les trois États de la Confédération.
que ce soit leurs économies, que ce soit leur politique, que ce soit la société, l'éducation, les défis, tout ce que tu veux. Mais aussi, ce sont des pays qui ont des atouts. Hein? Il y a énormément d'atouts économiques. Par exemple, ce qui fait la force de la Confédération donc, de l'AES, c'est qu'ils partent, les trois pays partagent une vaste région qu'on appelle le Lutako-Gourma, qui est l'âme de l'AOS. D'ailleurs, c'est cette charte-là qui a été faite en 2023, d'ailleurs qui existait dans les années 70, mais qui n'a pas été utilisée à ces fins-là. C'est une région extrêmement riche, le Lutako-Gourma. Le Lutako-Gourma, c'est pratiquement 70% du Burkina Faso, plus de 50% pratiquement du Mali et 30% du Niger. Toute cette partie-là, extrêmement riche en or, en lithium, en minerais de toutes sortes. On peut dire que c'est vraiment l'est du Congo que nous avons dans cette région de l'Afrique. Et ce n'est pas pour rien que c'est la région la plus ciblée. Les gens qui envoient des terroristes, ils ne les envoient pas n'importe où. Ils les envoient où il y a des ressources pour déstabiliser. Pourquoi l'est du Congo est déstabilisé alors que d'autres régions ne sont pas déstabilisées? Parce que c'est là-bas où il y a les ressources. Vous voyez? Donc, c'est vraiment ces éléments-là. Une fois qu'on connaît cela, qu'est-ce qu'il faut faire en face des gens qui sont plus armés, qui ont des politiques extrêmement barbares depuis très très longtemps? Qu'est-ce qu'il faut faire? Soit tu acceptes d'être leur esclave jusqu'à l'extinction du soleil, ou si tu veux te libérer, tu vas vers des puissances aussi fortes qu'eux, qui peuvent les arrêter, faire des alliances avec eux. Et c'est ça aussi que les trois pays ont comme vision. Les trois pays ont changé de partenaire de géopolitique et géostratégique. Et c'est ça qui fait mal aussi à l'autre camp. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'es pas dans leur camp et que tu tisses des liens avec la Russie, la Chine, la Turquie, etc., c'est comme si tu as commis le plus gros péché de la terre. C'est ça le problème. C'est ça qu'ils font tout pour combattre l'AOS. Mais la force de l'AOS, c'est toujours ces populations. C'est tout. Pratiquement, vous avez vu comment les populations soutiennent ces pays-là. Ouais. Dans chaque pays, même quand ils sont allés au sommet, vous voyez comment Traoré a été accueilli à Niamey. Moi, je n'ai jamais vu un président africain accueilli en Afrique avec... Je n'ai jamais vu ça. C'est la première fois. Dans ton propre pays, tu peux être aimé, accueilli. Mais dans un autre pays africain, tu es accueilli comme ça. Moi, je n'ai jamais vu ça. Même du temps de Mandela, qui était un grand leader anti-racisme et tout ça en Afrique du Sud, les gens l'accueillaient, mais c'est pas de la dimension que nous avons vue à Niamey avec Traoré. Ils ne vont pas vous dire ça dans les médias. Ils font semblant qu'il n'y a rien. On prend les médias, on masque, on fait sortir ce qu'on veut, on les présente comme des putschistes, comme des juntes qui sont... Alors que c'est des populations dignes, patriotes qui sont... Depuis qu'ils sont arrivés, le Mali a repris 100% son territoire, il a repris Kidal, pareil pour le Burkina Faso et le Niger, les terroristes fuient de partout, ils ne savent rien quoi faire. Ils ont repris leur pays et les populations sont contentes. Maintenant, toute chose, tout changement pour avoir des difficultés. Il y a des défis, bien sûr. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de défis, il y a des défis juridico-politiques. Par exemple, c'est des militaires. Il faut qu'ils aient des statuts qui leur permettent d'avoir comment on appelle ça, toute la possibilité de gérer. Par exemple, Traoré, lui, il a réussi. Parce que, avec maintenant les 5 ans qu'on lui a donné, il a le statut d'un chef d'État pleinement élu. Il n'est pas le chef de la transition. Parce que le chef de la transition, comme par exemple Koïta l'est en ce moment, Koïta, il ne peut pas changer certaines choses. Tchani également. Donc, il faut qu'ils parlent le même langage. Les deux autres pays doivent faire comme Traoré. Une fois qu'ils ont les pleins pouvoirs, c'est bon. Donc, la question du statut des présidents est très importante. L'équation de la CEDEAO. Moi, j'avais dit que la CEDEAO, c'est la grosse équation. Il faut régler cette question de la CEDEAO. Ouais. Aujourd'hui, vous avez vu qu'ils sont en position de force et c'est la CEDEAO qui décline. Ouais. Pendant qu'on les applaudit de partout, les CEDEAO sont hués. Des pays même comme le Sénégal commencent à changer parce qu'ils parlent de réformer la CEDEAO pour les adapter aux besoins des peuples. Mais c'est l'AES qui fait ce que les peuples aiment. Vous voyez? La CEDEAO est très mal. La CEDEAO, c'est un instrument utilisé par les néocolonialistes qui ont mis à des chefs d'État. Ce sont ces chefs d'État-là qui ont coopté la CEDEAO. Ouais. Okay? Donc ça, c'est un défi. Comment en finir avec cette équation de la CEDEAO pour de bon? Il y a aussi les défis internes à chaque pays. Hein? Par exemple, on a
parfois utiliser des questions ethniques, des problèmes partiels. Mais maintenant, ça se règle parce qu'ils ont une bonne communication. Les autres défis externes, c'est comment faire face à la pression médiatique, à cette guerre qu'on les mène, les embargos et tout, comment vraiment tous ces trois États-là vont se réunir pour faire face. En plus de cela aussi, c'est une région du Sahel. Ils ont des défis environnementaux. Parfois, comment gérer ces questions-là au niveau des infrastructures, avec quels matériaux construits, quand on va exploiter, ils ont plein de pétrole, toutes ces ressources-là, éviter la pollution de l'environnement, toutes ce sont des questions aussi à traiter. Mais à part ça, c'est une confédération qui va devenir une fédération. Donc la fédération, ça va être un seul État. Ouais. Comme nous, par exemple, au Canada, moi je prends pas l'exemple, les États-Unis, c'est une fédération. Ok? Là, c'est vraiment une fédération. Donc, aujourd'hui, ils vont aller vers une fédération, ils vont élire leur président, mais ça n'empêche que chaque pays aura aussi son gouvernement ou ses gouverneurs et tout, pour des questions qui sont d'ordre national. Ok. Est-ce que, docteur, tu serais, j'ai envie de dire, est-ce que moi, je suis en droit d'affirmer que la Confédération des États du Sahel vient rappeler à la CEDEAO ses objectifs initiaux? C'est-à-dire que la Confédération est une réponse à ce que la CEDEAO, étymologiquement, aurait dû être? Oui, bien sûr. Okay. Déjà, ça prouve que la CEDEAO a échoué. Mais aussi, il ne faut pas qu'on oublie, même la CEDEAO a été simplement détournée, mais la CEDEAO a été créée par des militaires. En tout cas, ces trois pays dont, à l'époque, c'était en 1975. On avait Séni Kounti au Niger, c'était son militaire. On avait Moussa Traoré au Mali, c'était son militaire. On avait Sangoulé Lamizana, je crois, au Burkina Faso, c'était des militaires. Et eux, ils font partie des membres fondateurs de la CEDEAO. À l'époque, la CEDEAO avait les mêmes aspirations que l'AOS avait aujourd'hui. Okay. Il faut une CEDEAO des peuples. L'AOS est allé beaucoup plus loin simplement, c'est que l'AOS a une solidarité beaucoup plus forte. Parce que l'AOS a été agressée. Et la CEDEAO a été créée aussi dans le contexte de la guerre du Biafra, parce qu'on avait voulu scinder le Nigeria en deux pour l'affaiblir. Une fois que des pays comme le Niger ont soutenu le Nigeria, pour éviter que ça arrive une nouvelle fois en Afrique, on a créé la CEDEAO. Maintenant, à partir de 1991, avec la chute du mur de Berlin, avec le discours de l'ancien président François Mitterrand de la Gaulle, pour maintenant instrumentaliser la démocratie pour mieux contrôler l'Afrique, tout en plaçant des chefs d'État qui vont être des chefs d'État façon, qui vont faire le jeu, ils vont aussi, en même temps, infiltrer la CEDEAO progressivement. Et ces forces-là, depuis lors, la CEDEAO n'est rien d'autre qu'un outil au service des néocolonisateurs. C'est ça. Et malgré, on a encore d'autres présidents qui doivent leur mandat à la France et qui sont prêts à tuer une bonne partie des Africains pour que la France reste. On les connaît même si on ne les cite pas. Merci beaucoup, professeur. Et puis, je rappelle que vous êtes à l'écoute de Radio 4 Raisons. L'émission, c'est Les Rendez-vous GK. Notre invité du jour, c'est le professeur Amadou Ba, historien, chercheur, politologue et écrivain. Le thème de notre discussion du jour, c'est la Confédération des États du Sahel. Enjeu, objectif, atout. N'oubliez pas que cette confédération a vu le jour le samedi dernier, oui, juste il y a quelques jours, il n'y a pas longtemps là, c'est juste le samedi 6 juillet à Niamey. Niamey, c'est la capitale du Niger. Et les chefs d'État du Burkina Faso, du Mali et du Niger, bien sûr, ont instauré cette confédération, la Confédération des États du Sahel. Moi, je voudrais déjà juste ton avis sur une petite information. Le président Assimi Goïta du Mali, il est comme le président maintenant, je crois bien. Il a été désigné comme président au poste de président de la Confédération des États du Sahel. Voilà, juste ton avis là-dessus. C'est le Mali qui préside l'AOS. Ok. Et quel est ton avis là-dessus, juste rapidement? Le choix du Assimi. C'est logique parce que j'ai toujours expliqué que le Mali, c'est l'épicentre. Tout est parti du Mali. Okay. C'est le Mali qui a d'abord souffert, c'est le Mali qui a été mis par terre, c'est le Mali qui est allé chercher son énergie dans sa souffrance pour faire face aux déstabilisateurs. C'est le Mali qui est le premier à assassiner les forces Barkhane, Takuba, les MINUSMA, toutes ces forces instrumentalisées par le néocolonialisme qui étaient là pour aveugler les Africains. Nous sommes là pour vous aider alors que ce qu'ils disent la journée et les actes qu'ils posent la nuit, c'est des actes contraires.
ce qu'ils disent. Comprenez? Donc le Mali a fait une analyse forte de la situation et a décidé, et puis ils ont eu la chance d'avoir des gens comme Goïta, très patriotes, ils sont prêts à mourir pour leur pays, à faire des alliances. Donc une fois que le Mali a fait ça, et que le Mali a aussi permis au Burkina Faso, notamment quand Traoré a pris le pouvoir, il est allé au Mali, alors que Damiba, avant Traoré, Damiba était venu pour s'allier avec la CEDEAO pour leurrer tout le monde. Donc quand Traoré allait dans la direction du Mali prendre conseil. Ce sont les Maliens qui ont envoyé Traoré avec leurs partenaires géopolitiques et géostratégiques. Quand le Niger a fait son coup d'État, pendant que la CEDEAO était utilisée pour aller faire la guerre au Niger, là c'est le Mali, le Burkina Faso qui ont dit vous touchez le Niger, ça va être une guerre mondiale ouest-africaine parce qu'on ne va pas l'accepter. Non. Donc ça, je pense que le fait d'avoir choisi le Mali, donc c'est une reconnaissance à la légitimité historique, mais aussi le Mali aussi, traditionnellement, c'est pratiquement le pays le plus panafricaniste des trois. Je sais que Thomas Sankara a été un grand panafricaniste au Burkina Faso, mais le Mali, depuis les années 1960, rappelez-vous, le Mali a été, avec Modibo Keïta, un grand pays panafricaniste, et le Mali aussi avait créé une fédération avec le Sénégal. À l'époque, c'était le Soudan français, avant de s'appeler le Mali, et la colonie du Sénégal. Pendant pratiquement un an ou un an et plus, il a fallu que De Gaulle supporte la fédération, utilise Léopold Sédar Senghor contre Modibo Keïta, que le Sénégal sorte de la fédération. Aujourd'hui, vous voyez, alors que c'est un même pays, Sénégal et Mali, c'est un même pays. Ouais. J'ai aussi appris que le ministre des Affaires étrangères généralement rappelle cela. Il dit que dans la constitution du Mali, il y a une partie on dit que le Mali est prêt à céder une partie ou tout le territoire du Mali. Oui, absolument. C'est dans la constitution, il est parti à céder, il est prêt à céder une partie de sa souveraineté pour l'unité africaine. Pour l'unité africaine. Si vous écoutez les hymnes nationaux de tous ces pays-là, africains en général, il n'y a que le Mali qui a un hymne national dédié au panafricanisme. Une bonne partie des paroles, c'est des paroles de panafricanisme. Waouh. Merci beaucoup. Merci. On va revenir, sinon on va parler de CEDEAO, revenir sur la CEDEAO, mais on va toucher à quelque chose d'un peu sensible aussi là, parce qu'on est dans un monde de tout ça, les défis, les rapports de force. On a appris que la CEDEAO a déjà pris des sanctions. La CEDEAO, c'est la communauté des États la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, pour ceux qui ne sauraient pas. Donc, professeur, dis-moi, au niveau de la CEDEAO, on parle de quelques sanctions. Voilà, il y a aussi même cet aspect de visa là. J'ai entendu parler, mais le ministre Diop aussi a dit il a parcouru tout le document, rien n'est écrit. Mais bon, des voix autorisées aussi parlent d'imposer un visa entre les ressortissants de l'AES et puis ceux qui sont de la CEDEAO. Quel est ton avis là-dessus? Est-ce que tu penses que cela entraverait, par exemple, l'intégration tant souhaitée? Je pense que la CEDEAO aujourd'hui, c'est une association qui est vomue par la majorité des Ouest-Africains et par sa propre faute à elle, la CEDEAO. Parce que la CEDEAO, on sait que c'est une organisation infiltrée de l'extérieur. Je vous donne quelques exemples. Je ne dis pas ça pour juste attaquer la CEDEAO. Ouais, allez-y. Vous vous souvenez quand au Niger, le coup d'État a été acté, c'est le président Macron qui a dit que nous allons demander à la CEDEAO d'intervenir. Et ce que Macron a dit, c'est ça que la CEDEAO a fait. Comment les Africains vont percevoir cela? Les sanctions qui ont été faites au Mali, les embargos, alors que ce n'est pas dans le texte, les textes de la CEDEAO. L'embargo au Niger, tout ça, ce n'est pas dans le texte. Mais ça a été dicté depuis Paris. Donc, des gens qui meurent, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas d'avions qui volent. Vous faites une guerre, vous êtes même prêt à aller en guerre pour tuer des milliers et des milliers d'Africains. Si une organisation africaine arrive à ce niveau, comment les populations vont regarder? Donc, la CEDEAO, c'est juste le nom et de la manipulation de l'information, mais c'est une organisation dans toute l'Afrique de l'Ouest. Elle est complètement vomi. Les gens n'aiment pas du tout la CEDEAO. Ça, c'est clair et c'est net. Maintenant, comme je suis en train de dire, c'est deux mondes qui s'affrontent. C'est ça. Parce que la CEDEAO rappelle un peu les États côtiers
qui étaient en relation avec l'Europe à partir du XVIIe siècle, qui avaient la possibilité d'avoir quelques fusils, quelques matériels pour faire la guerre au royaume de l'intérieur et à partir de là permettre le chaos et de prendre des esclaves. L'esclavage a été rendu possible justement à cause des États côtiers africains qui ont fait la guerre avec le royaume de l'intérieur. Parce qu'ils ont tissé des alliances avec les forces européennes. C'est pour cela que je dis que c'est l'histoire qui va se répéter. Mais sauf cette fois-ci, l'histoire, même si elle va se répéter, les États côtiers, en tout cas, n'ont pas du tout la force sur les États de l'intérieur. Ouais. Parce que, l'AOS est beaucoup plus vaste que tous les autres États, occupe une position stratégique importante. Parce qu'on ne peut pas relier plusieurs États africains si les 3 pays ne sont pas dans la CEDEAO, par exemple. Mais aussi, comme disait le professeur Franklin, leurs avions qui quittent l'Europe, l'Asie, l'Amérique, si tu veux aller au Sénégal, aller en Côte d'Ivoire, au Nigeria, mais tu traverses le ciel des États de l'AOS, et s'ils ne veulent pas, tu te demandes des taxes. Tes bus, tes voitures de transport, de marchandises qui veulent aller de l'Algérie, Maroc, jusqu'au Sénégal ou en Côte d'Ivoire ou au Nigeria. Ils vont passer où? Ils vont passer au Mali, Niger, Burkina Faso. Mais ils vont payer des taxes. Si vous demandez des visas, aux autres aussi, ils vont dire à vos ressortissants qui sont dans leur pays de demander des visas. Si vous renvoyez les populations, ils renvoient vos populations. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire qu'ils ne peuvent pas vous faire? Et ça, pour quelle raison? Vous faites souffrir des populations africaines pour rien. Vous allez briser des coups, séparer des familles, créer des problèmes. Juste parce que quelqu'un a Paris là-bas, à Washington, à Londres, vous dites de faire ça. Mais c'est quoi ces Africains qui ne réfléchissent même pas, qui n'ont même pas aucune fibre d'Africains, qui sont prêts à tuer des milliers d'Africains juste pour leur égoïsme? Je ne comprends pas. J'ai lu beaucoup de livres, je cherche à les comprendre, mais je ne peux pas les comprendre. Moi, ils ne me ressemblent pas. Ce pas des Africains pour moi. Ils sont comme moi, ils sont des Noirs et tout, mais ce ne sont pas des Africains, parce qu'ils n'aiment pas l'Afrique. Dommage. Il faut former notre jeunesse pour qu'ils ne ressemblent pas à ces gens-là. Donc, ouais, je pour ressens. ressembler à ces gens-là, il faut faire tomber des organisations comme la CEDEAO. Parce que ce n'est pas la CEDEAO des peuples. Alors que l'AOS inculque des valeurs d'africanité, de solidarité, de soutien. C'est l'AOS qui inculque l'africanité. C'est l'AOS qui façonne un nouveau type d'Africain, qui aime l'Afrique, qui est prêt à mourir pour l'Afrique. La CEDEAO façonne des traîtres. La CEDEAO façonne des gens qui veulent des raccourcis. Être riche facilement, avoir, je ne sais pas, voler des milliards. C'est ça qui retarde l'Afrique. On n'a pas besoin de ces organisations-là. Ouais. Donc la CEDEAO, Dommage. vers le déclin. Et puis, le plus qu'on va dans le temps, vous allez voir, moi je l'ai dit, je dis la CEDEAO est en train de décliner pendant que l'AOS monte. Et tous les facteurs l'indiquent clairement. Ouais, je vois. Je comprends votre peine aussi. Je rappelle que nous recevons le professeur Amadouba, historien, chercheur, politologue et écrivain. Le thème de discussion d'aujourd'hui, c'est la Confédération des États du Sahel, enjeux, objectifs et atouts. Vous êtes à l'émission Les Rendez-vous GK, c'est chaque jeudi, ici même sur Radio 4 saisons. N'oubliez pas le rendez-vous où nous apprenons aussi. Le professeur, tu as touché un peu à l'aspect beaucoup plus social, économique. Si ça ne te gêne pas, je voudrais que, si tu as quelques points à partager, hein, bien sûr, au niveau, on reste toujours sur la même question, mais en restant sur le côté politique et diplomatie. Par exemple, voilà, les répercussions, voilà, j'ai envie de savoir un peu. Parce que d'un côté aussi, certains sont un peu sur les grands chevaux, de l'autre, ouais, par exemple, le président Assimi Goïta qui dit que l'AES est sur un chemin de non-retour à la CEDEAO. Voilà, donc sur le plan politique et diplomatique, quels pourraient être les grands enjeux? Voilà. Alors, sur le plan politique, comme je dis, l'Afrique de l'Ouest a pris 2 directions. La direction de ceux qui sont avec les impérialistes, les néocolonialistes, qui favorisent certaines élites, un certain système, mais aussi qui sont prêts à brader nos ressources contre l'intérêt des populations. Ça, tout le monde le sait, c'est clair et net. Donc, eux, ils sont soutenus par les forces impérialistes, néocolonialistes, qui sont prêts à les soutenir, à leur donner des armes, etc. etc. La preuve,
un d'entre eux vient de demander aux bases américaines de venir s'installer pendant que les Américains sont censés du Niger. Donc lui, il dit, venez s'installer chez nous. Parce qu'il a besoin de ces Américains-là pour faire la guerre à des Africains. Okay? Sur le plan diplomatique? Pardon? Oui, maintenant, sur le plan diplomatique, on veut savoir... Non, je dis de l'autre côté, vous avez l'AOS qui est dans une nouvelle dynamique de ce monde multipolaire, de ce monde qui refuse la domination, qui refuse la soumission, qui veut tracer sa voie, qui veut utiliser ses ressources pour changer le quotidien de ces populations, qui ne veut plus, par exemple, que le Niger soit un des plus grands pays producteurs d'uranium sans avoir de l'électricité à Niamey dans les villes du Niger, qui ne veut plus avoir en Afrique des pays qui produisent le lithium, qui produisent de l'or, et que la quatrième puissance, le quatrième pays le plus riche en or, n'a même pas une mine d'or dans son pays. Il pompe l'or de ces pays-là pour amener être le quatrième. Donc vous voyez, je pense que les choses sont claires et nettes. Patriotisme, dignité, courage, solidarité du côté de l'AOS, vassalité, traîtrise, indignité du côté de la CEDEAO et de ces États-là. Maintenant, il y a des États qui flottent, qui ne savent plus quoi faire. Le Sénégal est dans cette dynamique, la Guinée est dans cette dynamique. Ils ne sont pas totalement dans la CEDEAO, mais ils n'ont pas pris la dynamique des États de l'AOS. Mais les jours et les mois à venir vont les pousser à clarifier la position. Moi, j'attends le Sénégal. Si, par exemple, la CEDEAO interdit aux ressortissants de ces trois pays-là, demande de les quitter. Si je vois le Sénégal dire aux Maliens, aux Burkinabés, aux Nigériens de quitter, là, je pourrais dire que maintenant, le régime de Diomaye et son co sont dans la CEDEAO et ils vont payer sa cash. Parce que je rappelle une fois de plus, la population sénégalaise, elle est très panafricaniste. Comme le Mali, les Maliens ne sont pas plus panafricanistes que les Sénégalais, ni les Nigériens. Le seul problème, c'est qu'ils ont été victimes de terrorisme. Les militaires ont pris le pouvoir là-bas, ce sont les civils. Mais au niveau de l'engagement, du patriotisme, du panafricanisme, de la solidarité, ils sont exactement pareils que les Sénégalais. Donc ça va nous déterminer. Pareil pour la Guinée. Doumbouya va clarifier sa position. Et d'ailleurs, récemment, il a reçu Sergueï Lavrov quand il a fait sa tournée en Afrique, avant qu'il aille au Tchad. Il a été reçu en Guinée. Donc, il y a des choses qui se passent dans cette région-là. Et si l'AOS réussissait à avoir le Sénégal et la Guinée, les choses sont forcées. Ces deux États ont des grands points ouverts de l'Atlantique. Maintenant, l'AOS dépassera largement la CEDEAO. Ouais. De toutes les façons, le Nigeria, ça ne l'intéresse même pas. Le Nigeria est là juste pour son intérêt. Mais quand les choses vont choper, le Nigeria va aller dans son côté anglophone là-bas, faire des choses. Et laisser la CEDEAO avec les francophones qui encore ne veulent pas se libérer. Ouais. Dommage, mais bon, nous sommes aussi, comme je l'ai dit, dans un monde de rapports, de force, et puis des grands enjeux aussi. Enjeux, chacun a ses intérêts, c'est tout à fait légitime. Maintenant, comme tu l'as dit, voilà, c'est à nous en tant qu'Africains et de l'Ouest particulièrement, parce que l'AES c'est en Afrique de l'Ouest, c'est à nous, c'est à ces peuples-là aussi d'être debout, de rester debout, d'être des personnes verticales, comme certaines personnes le disent. Le président Ibrahim Traoré l'a dit, il a dit, ah ben non, quand on a écouté le discours, il a parlé de se libérer des influences étrangères. Les influences étrangères, parfois, ne viennent pas directement aussi des étrangers. On a comme on dit, des valets locaux. Des esclaves de maison. Des esclaves de maison. Voilà. En tout cas, je pense que nous avons... Dans de l'esclavage, il y avait ceux qui travaillaient dans les plantations, sous le soleil, dans les champs de coton. Ouais. Il y avait d'autres qui étaient des esclaves domestiques qui travaillaient, qui étaient plus proches du maître. Maintenant, tout ce que les esclaves de plantation faisaient, comme s'ils voulaient faire des révoltes pour se libérer et tout, ce sont les esclaves de maison qui couraient dire ça à leur maître. C'est eux qui sabotaient les révolutions. Tu comprends? Oui, donc oui. c'est la même chose. Ouais. Donc les esclaves tous les esclaves, tous n'ont aucune considération, mais sauf que les autres préfèrent trahir leur père pour voilà. Ouais. Merci en tout cas. Vous avez compris, oui, cette confédération des États du Sahel, c'est un modèle de coopération régionale, de solidarité, de développement, un modèle aussi d'intégration sous-régionale, conformément au principe de la charte du Lipta Gourma.
Oui, ça, je l'ai repéré quelque part dans mes recherches. N'oubliez pas aussi que parmi les résolutions phares figure aussi la création d'un parlement des États de l'Alliance des États du Sahel, dont la première session se tiendra au Burkina Faso. Voilà, ça aussi, il faut aller faire aussi quelques recherches, vous allez en savoir davantage. Professeur, on va se quitter, il est 18h10 maintenant. Le thème, c'est la Confédération des États du Sahel, enjeu, objectif, atout. Et on va faire un petit, on va dire quoi, tour d'horizon, mais en faisant une sorte de conclusion. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Ce qu'on peut retenir, en tout cas moi, quand j'ai sorti mon livre L'Afrique des grands empires en 2020, j'avais dit que ce que nous avons, les États hérités de la colonisation de tout petits pays, Sénégal, Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire, c'est pas ça qui va donner l'Afrique sa vraie place dans le monde. Et j'avais dit aux Africains de s'inspirer des grands empires. D'ailleurs, c'était l'objet quand j'ai écrit l'Afrique des grands empires. De s'inspirer de cette dynamique des grands empires pré-coloniaux et aujourd'hui de les recréer. Même si tu ne les recrées pas, mais en tout cas de créer des vastes espaces pour éviter d'avoir des petits pays, mais d'avoir au moins 10 à 15 pays forts en Afrique avant d'aller vers la fédération continentale. Ça, je l'avais dit en 2020. Et quand je vois aujourd'hui donc la confédération du Sahara qui donne le ton avec 3 pays qui occupent maintenant, qui va devenir un pays, une fédération de plus de 2 millions, le plus vaste en Afrique, le plus riche aussi à la ressource et tout ça. Et je pense que ce que j'avais souhaité, ce que j'avais écrit dans l'Afrique des grands empires, mais là-haut, c'est en train de l'expérimenter. Et je pense que ça va marcher et d'autres aussi vont faire pareil. Ouais. Et c'est ça à quoi sert l'histoire, de s'inspirer du passé, de mieux comprendre le présent et aussi de donner le ton. Qu'est-ce qu'on doit faire à l'avenir pour s'en sortir. Ouais. Donc c'est ça notre rôle en tant qu'historien. Ouais. Je pense que donc, merci beaucoup pour l'invitation, ça a été un plaisir. Et puis, je rappelle que mon livre est disponible sur Amazon. Vraiment, comme tu l'as dit, ils ont ressuscité l'Empire Songhai. Mali, Burkina Faso, Niger, créé la Confédération du Sahel. Et dans ce livre, toute la première partie s'explique c'était quoi l'Empire Songhai. Parce que c'est important toujours d'expliquer cela. Je commence depuis les origines du Songhai avec quand c'était un royaume. Et puis quand le Songhai est passé avec Soni Alibert, entre 1464 à 1492, je parle de l'apogée du Songhai avec Askia Mohamed, qui a amené le Songhai vraiment très élevé. Je parle de ses successeurs, mais aussi je parle de l'économie, comment a été organisée l'économie, la vie politique, l'organisation sociale, le rayonnement intellectuel et comment le Songhai a finalement chuté. Donc, retenir ces erreurs-là pour éviter de les arriver. Donc, une fois qu'on connaît le Songhai, l'Alliance, la Confédération donc, des États du Sahel, même s'il n'occupe pas encore tout l'espace, il occupe quand même une bonne partie, mais les peuples quand même s'y reconnaissent. Même bien si sûr. Tous les États ne sont pas dans le Songhai actuel dont je parle, les États, mais les peuples le sont. Par exemple, quand le Nigeria a voulu faire la guerre au Niger, mais c'est des peuples du Nigeria, les Hausa, les Fulani, qui se sont levés, qui ont dit vous ne faites pas la guerre au Niger. Mais ce sont les descendants de l'Empire Songhai qui étaient là. Ouais. Vous voyez? Parce que cette partie-là, le nord Nigeria était dans l'Empire Songhai. La même chose on l'a vu au Sénégal. Les Sénégalais se sont levés, qui ont dit non. Donc c'est un espace commun. Les populations sont pareilles. C'est seulement la politique héritée de la colonisation qui nous a éloignés de ces réalités-là. C'est ça. Il faut éveiller les consciences, il faut instruire les gens, il faut leur montrer que ce sont les mêmes populations, nous avons le même destin. Voilà. Ok. Je m'arrête là. Je comprends que tout ce qui est comme fibre ethnique, tribale, n'a pas toujours été négatif, comme certaines personnes ici voudraient montrer cela ou bien montrent cela comme cliché, hein, parce que dans ce que tu as donné comme exemple, la fibre tribale, ethnique est venue prendre le dessus sur, je vais dire, les appartenances aux juridictions différentes. Hein. Voilà. La fibre tribale ethnique est une création coloniale. C'est ça, c'est ça. Je t'explique. Si tu regardes l'Afrique de l'Ouest, il y a 2 régions majeures. L'Afrique du Sahel et de la savane et l'Afrique forestière. C'est 2 grandes civilisations. L'Afrique du Sahel et de la savane, tu vas retrouver pratiquement les mêmes ethnies dans tous les mêmes pays.
ce sont les Mandingues, donc, ce sont les Dula, les Bambara, les Malinké, ce sont les Peuls, ce sont les Wolofs, etc., etc. Et dans tous ces groupes-là, tu as les mêmes patronymes. Quelqu'un peut être Wolof, il a le même patronyme que le Bambara, il a le même patronyme que le Peul. Donc, tu es dans une région, c'est pas parce que le gars il s'appelle Ba que tu peux dire qu'il est Peul ou il est Wolof. Il peut être tout. Ouais. Tu comprends? C'est pas parce qu'il est Traoré, Je comprends. il est Malinké. Il peut être Traoré et être Peul, il peut être Traoré et être Wolof, il peut C'est être ça. Traoré et être Serer, C'est il peut ça. être Traoré et être Soninké, il peut être Traoré et être Sonrai, il peut être Traoré et être Moshi, il peut être... Donc, c'est une région extrêmement tracée. Merci. Du côté de l'Afrique frontière, il y avait le monde Akan, la civilisation Ashanti de la Côte d'Ivoire. Eux autres aussi, ils ont des groupes ethniques qui étaient une confédération. Ouais. Ouais. Mais ça, on va en parler plus tard. C'est ça. C'est ça. On ne pourrait pas tout dire en une seule émission. Et je pense que vous, en tant que spécialiste aussi, et puis personne engagée, voilà, vous avez beaucoup à dire. Ne partez pas, ou bien ne pars pas. Et voilà. Et j'ai quelque chose ici, une petite surprise pour toi, hein, docteur, parce que tu as parlé de ton livre L'Afrique des grands empires, 7e au 17e siècle. Il y a un passage ici que j'ai souligné parce que moi, ça m'a marqué. Donc là, tu vas comprendre que Guillaume n'achète pas que les livres, mais il les achète pour lire. On va vérifier. On va vérifier. Ok, je lis. À la jeunesse panafricaniste consciente, une jeunesse dont les espérances et les attentes, le dynamisme et le courage, l'engagement et la créativité rendent urgente la réalisation d'une Afrique fédérale, soudée, forte, qui s'accepte telle qu'elle est et pas telle qu'on veut qu'elle soit. Une Afrique qui jouera pleinement son rôle dans l'équilibre de ce monde. Waouh, professeur. Ben, c'est cette Afrique-là qui est en train de faire l'AOS, justement. Merci beaucoup. Oui, on ne pouvait pas trouver meilleure conclusion que C'est le ça. mot de la fin. C'est cette Afrique qui détruit l'AOS qui va faire tache d'huile dans tout le continent. Merci encore. Et puis, on va se donner rendez-vous. Merci à tes auditeurs. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Bonne soirée aussi. Bye bye. Écoutez. Guillaume Kofi vous présente, tous les jeudis soirs, dès 17h, sur les ondes de la radio 4 saisons, les rendez-vous GK. C'est un espace d'expression, un moment de partage et d'enrichissement. Ce sont des échanges pertinents sur différentes thématiques, pour la recherche de solutions aux problématiques sociétales. Alors, Guillaume Kofi vous donne rendez-vous, jeudi à 5h de l'après-midi, sur les antennes, de la radio 4 saisons. Merci beaucoup d'être toujours à l'écoute de Radio 4 saisons. L'émission, c'est les rendez-vous GK, chaque jeudi 17h, 18h30 maximum. Hein? Voilà, aujourd'hui nous terminons un peu plus tard. Je vais dire 17h, 18h15, 10. Aujourd'hui nous allons terminer un peu plus tard. Ce n'est pas grave. Officiellement, mon temps d'antenne, c'est 2 heures de temps, 17-19. Ben voilà, donc il n'y a pas de souci. Ok, on va se quitter avec une bonne note musicale. Ali Farka Touré en association avec Oumou Sangaré. N'oubliez pas, aujourd'hui, nous avons reçu le professeur Amadou Ba, historien, chercheur, politologue et écrivain. Et puis nous avons discuté de la Confédération des États du Sahel, enjeux, objectifs et atouts. Voilà.
Allez-y, faire quelques petites recherches et puis vous allez en savoir davantage. Allez-y en profondeur aussi, hein. Voilà. N'oubliez pas aussi d'acheter quelques livres que j'ai déjà dans ma jeune, comme j'ai dit, ma jeune bibliothèque du professeur. L'histoire oubliée de la contribution des esclaves et Soldats noirs à l'édification du Canada, 1604 à 1945. De Sundiata Keita à Assimi Goïta, 1235 à 2023. Les racines profondes de la révolution du Malikoura. Amazone des neiges, le troisième livre que j'ai ici. Amazone des neiges, ces grandes dames afrodescendantes qui ont marqué l'histoire du Canada, 1725-1982. Et le quatrième livre du professeur que j'ai ici sur moi, c'est L'Afrique des grands empires, 7e à 17e siècle. Oui, il faut lire, il faut acheter, il faut lire. Et ça, ce sont des livres, comme on dit, bien vérifiés. Là. Avant que les auteurs ne fassent publier cela, il y a toutes les vérifications. Hein. On confronte les sources scientifiques. Donc, ce n'est pas quelqu'un... Voilà. Donc, allez-y, lisez. Et puis, suivez aussi comme on dit, hein, des podcasts ou bien des balados-diffusions hein, sur YouTube et tout ce que vous avez comme ressources pour apprendre sur l'Afrique, apprendre aussi sur ce dont nous avons parlé aujourd'hui, c'est-à-dire la Confédération des États du Sahel. Aussi, n'oubliez pas, moi je suis ici chaque jeudi, 17h, 18h plus, on va dire comme ça. Et puis, ça c'est heure de l'Est. Ça veut dire quoi? 21h, 22h plus. Et puis chaque samedi, du midi à 14h, heure de l'Est, 16h, 18h, temps universel. On va vous laisser ici. L'équipe de production vous dit grand merci. Merci à toutes et à tous. Je vous aime. Vous le savez, non? Voilà. Passez le message à la voisine, au voisin. Ici, c'est pas là-bas. Ici, c'est Radio 4 saisons. Bye bye. Oh, I love you. Bienvenue sur la radio 4 saisons. Vous êtes branchés sur la radio du monde.
Les rendez-vous GK, la référence qui fait la différence. Les rendez-vous GK, c'est avec Guillaume Kofi. Écoutez, Guillaume Kofi vous présente, tous les jeudis soirs, dès 17h, sur les ondes de la radio 4 saisons, les rendez-vous GK. C'est un espace d'expression, un moment de partage et d'enrichissement. Ce sont des échanges pertinents sur différentes thématiques, pour la recherche de solutions aux problématiques sociétales. Alors, Guillaume Kofi vous donne rendez-vous, jeudi à 5h de l'après-midi, sur les antennes, de la radio 4 saisons.